Docteur Synapse. On va commencer. Donc, comme je disais, une hypertension corticale. Il y a un petit indice dedans, donc voilà. On va voir tout doucement. Tout d'abord, donc anamnèse, examen physique. Donc ici, c'est une patiente de 57 ans qui est ramenée par le SMUR, c'est-à-dire une ambulance médicalisée, c'est-à-dire une ambulance avec un médecin, pour une patiente qui a des céphalées, des maux de tête, des vomissements incoercibles, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de vomir, et qu'elle a une altération d'état de conscience avec une somnolence, sans déficit moteur. Tout ça a commencé de façon assez brutale. Donc, c'est le mari qui a appelé pour son épouse. Donc, quand la patiente arrive aux urgences, on prend ses paramètres tout d'abord par l'infirmier. L'infirmier note 253 de systolique, 154 de diastolique, une fréquence cardiaque à 80, une température à 35,4 et une saturation en oxygène à 98%. Bien sûr, ce qui est le plus inquiétant ici, c'est vraiment le fait que la tension artérielle soit extrêmement haute, à 257 de systolique, et associée à une dysfonction d'organe, dans le sens qu'il y a une atteinte au niveau neurologique avec une patiente qui est somnolente. Donc, ce qu'on sait de cette patiente, pour son traitement à domicile, elle prend de l'oxycodone. De l'oxycodone, que ce soit en forme retard, mais aussi en forme, on va dire, instantanée, oxycontin, oxycodone. Comme antécédent, toxicomanie, avec un antécédent de cocaïnomanie et aussi héroïne. Elle a été opérée en 2013 pour une hernie discale et elle a été splénectomisée, mais aussi elle a une ophtalmoplégie, et ça, c'est dans le cadre de violences conjugales. Comme mode de vie, c'est une patiente qui fume activement. Donc, prise en charge. Tout d'abord, vu qu'elle a une altération de l'état de conscience et qu'elle prend de l'oxycodone, on pense probablement qu'elle a fait une intoxication aux opiacés. Pour les intoxications aux opiacés, il y a un antidote simple, c'est la naloxone. La naloxone va antagoniser vos opiacés, et normalement, si c'est une intoxication aux opiacés, le patient va directement se réveiller ou directement avoir une amélioration de l'état de sa conscience. Même aux États-Unis, il y a même des ambulanciers qui ont vu qu'il y a beaucoup d'héroïnomènes là-bas. Les ambulanciers ont même avec eux des seringues toutes faites de naloxone. Ils viennent chez le patient, s'il est somnolent, ils lui injectent directement. Et vu que c'est assez, on va dire, il y a beaucoup de toxicos, on va dire, aux États-Unis, surtout l'héroïne a fait beaucoup de ravages. Chez cette patiente, le fait de donner de la naloxone en IVD, il faut vraiment le donner en bolus, ça a amélioré directement son état de conscience, mais vraiment de façon transitoire, un tout petit moment. Par la suite, donc, pour son hypertension artérielle, on lui donne un bêta-bloquant en IV. Pourquoi pas en péros? Parce qu'elle a une altération de l'état de conscience, donc elle ne sait rien avaler. En plus de ça, elle vomit. L'idée, c'est de donner un traitement antihypertenseur en IV. Il y a deux types de traitements que vous pouvez donner en IV, soit les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est le labétalol. Il y a une marque, c'est souvent le Trendat. Et il y a aussi les antagonistes calciques que vous pouvez aussi donner en IV. Bon, ici, le choix, c'était le labétalol. Pour les examens complémentaires, vu que tu as une céphalée céphalée très importante, associée à une altération de l'état de conscience, plus vomissement incoercible et tension artérielle très élevée, il faut essayer d'exclure en tout premier l'HSA, c'est-à-dire l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, avant ça, on fait une gazométrie pour comprendre un petit peu si elle a des troubles ioniques. Ça, c'est une gazométrie, c'est-à-dire qu'on pique au niveau d'une artère, souvent c'est l'artère radiale, pour essayer d'avoir les gaz du sang. Les gaz du sang, c'est-à-dire le pH. On a d'abord le pH, on a la PCO2, on a la PaO2 à 80. Donc 80, c'est normal, 40 aussi, c'est normal pour le PCO2, et ici, le pH est un peu basique. Et on a aussi le potassium qui est un peu bas, qui est à 2,8 millimoles par litre, avec un sodium à 140 qui est normal.
Vu que le potassium est bas, on lui donne du KCl, c'est-à-dire du potassium en IV, en 1 heure. Donc, toujours quand on donne le potassium en IV, il faut chaque fois que ce soit avec un monitoring ECG, parce que le risque, c'est que tu fasses trop augmenter le potassium. On fait un ECG vu que l'hypocalémie peut entraîner des QT très très longs. Donc ici, le QT il était quand même long, mais pas extrêmement long, à 500 millisecondes. Et souvent, il faut calculer le QT corrigé, pas juste le QT. Donc comme je disais, on fait un scanner cérébral. Tac, tac, tac. Donc en résumé, le scanner cérébral, on ne voit pas d'hémorragie. Mais je veux dire, quoi qu'il en soit, même si ton scanner cérébral est normal, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'hémorragie subarachnoïdienne. Donc, scanner cérébral normal. La patiente qui devient de plus en plus agitée et nécessite même qu'on lui donne des bolus de benzodiazépine à plusieurs reprises. C'était du midazolam, si je me rappelle bien, qu'on avait donné 2 mg chaque fois. Donc, en tout, elle a reçu 6 mg juste parce qu'elle était extrêmement agitée. Vu que l'état de conscience est resté assez agité, cet état de conscience vraiment assez altéré avec une patiente qui est agitée, il faut quand même, comme j'ai expliqué, malgré que tu fasses ton scanner qui soit négatif, il faut quand même exclure l'hémorragie subarachnoïdienne parce que là, c'est une urgence médicale. Et donc, pour l'exclure complètement, tu fais une ponction lombaire. On fait une ponction lombaire. La pelle est limpide, c'est-à-dire par rapport au liquide, vraiment c'est extrêmement limpide. Il n'y a pas de globules blancs. Il n'y a pas de globule, il y a juste un élément, il y a un globule rouge par microlitre, donc c'est vraiment rien du tout. Et il n'y a pas d'éléments nucléaires, quasiment pas. Donc cette patiente, on pouvait exclure de manière assez raisonnable une hémorragie subarachnoïdienne à ce niveau-là. Donc comment elle évolue cette patiente? Après, sa tension artérielle, c'est quand même assez bien normalisé, dans le sens qu'on ne cherche pas vraiment à obtenir des chiffres à 120. 120, c'est trop bas. 120 de systolique, c'est trop bas. On cherche juste à diminuer sa tension artérielle de 30%. Si tu arrives déjà à diminuer de 30% la tension artérielle de 250 et tu diminues de 30%, c'est très très bien. Ici, au total, elle a reçu quand même pas mal de bolus de la bétalol, c'est-à-dire le bêta-bloquant. En tout, c'était 130 mg. Au fur et à mesure, son état de conscience s'est fortement amélioré et on a pu quand même avoir une anamnèse plus ou moins assez correcte avec elle, une patiente qui commence à être plus ou moins orientée, elle rapporte un petit peu ce qui s'est passé petit à petit, comme quoi elle a commencé à vomir et puis après elle est devenue plus somnolente. Ensuite, on redose le potassium pour un petit peu voir où on en est par rapport à le potassium qui était bas, il était à 2,8, là maintenant il est à 3, donc on a l'impression qu'on n'a pas vraiment changé les choses. Alors on donne un deuxième bolus de 20 mg en 1 heure encore une fois. Donc on fait un spot urinaire par rapport à par rapport au toxique, vu que cette dame, elle avait un antécédent d'héroïnomanie, mais aussi qu'elle prenait de la coke auparavant. Et on remarque quand même qu'il y a des amphétamines qui sont positifs. Amphétamines positifs, et donc on se dit que probablement, les hypothèses diagnostiques maintenant qu'on va avec eux, c'est que, tout d'abord, ça c'est une urgence hypertensive parce qu'il y a une atteinte d'organes cible. Ici, c'était une atteinte cérébrale. C'est-à-dire que cette patiente, elle avait une encéphalopathie réversible postérieure sur une urgence hypertensive. On parle d'urgence hypertensive quand on a une atteinte d'organes associés. Ça veut dire que tu as une hypertension artérielle associée, par exemple, soit à un œdème pulmonaire, un OPH, soit associée, par exemple, à un infarctus, ça peut être associé à une encéphalopathie réversible postérieure. Et donc, cette urgence hypertensive, il faut essayer aussi de comprendre d'où ça vient. Donc, chaque fois que je mets ceci, c'est l'étiologie. Donc, l'encéphalopathie réversible postérieure, c'est une conséquence de l'hypertension artérielle. Cette urgence hypertensive, probablement, elle a été causée soit par la prise d'amphétamines, vu qu'on a des toxiques qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on a des amphétamines dans les urines. Est-ce qu'elle a pris des amphétamines et c'est ça qui a provoqué le fait que la tension artérielle est très élevée? C'est possible.
Ou est-ce que c'est une hypertension artérielle de nouveau? C'est-à-dire que c'est de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... C'est la première fois qu'on découvre ça, parce que comme vous avez vu dans le traitement, cette dame, elle prend juste des morphiniques, elle ne prend pas autre chose, mis à part ça. Elle ne prend pas de traitement anti-hypertenseur d'habitude. Même quand on revoyait un petit peu l'anamnèse avec la patiente, mais aussi avec sa famille, elle n'était pas connue hypertendue. Dernière consultation chez son médecin généraliste, il ne rapportait pas d'hypertension artérielle. Donc, le troisième problème, c'est que cette patiente elle a une hypocalémie. L'hypocalémie, on ne sait pas d'où ça vient. Mais, quand même, il y a les pertes digestives, c'est-à-dire qu'il y a les vomissements. Les vomissements peuvent faire perdre du potassium. Donc, à côté de ça, l'évolution, comme on l'a expliqué, ça s'est plus ou moins bien amélioré. Et pour le spot urinaire, on demande aussi une autre chose, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le rapport potassium sur créatinine. Quand tu as un patient qui a une hypocalémie, pour essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, il faut essayer de savoir est-ce que c'est les pertes de ce potassium, est-ce que c'est dû à des pertes extra-rénales ou est-ce que c'est des pertes rénales? Si tu fais pas la peine de te casser la tête avec une urine de 24 heures, tu peux le faire éventuellement pour essayer de comprendre un petit peu ton hypocalémie. Pour tes urines de 24 heures, si tu les fais, par exemple, bah, si tu as un potassium qui est très bas, bah, tu vas te dire que normalement, alors le rein réagit de façon adéquate vu qu'il va retenir le potassium. S'il est très haut, c'est que le rein ne retient pas le potassium et que tout passe. Ici, pour le spot urinaire, ce qui est chouette à retenir, c'est plus le rapport potassium sur créatinine. S'il est inférieur à 13, c'est qu'on retient le potassium. S'il est supérieur à 13, c'est que le rein ne retient pas le potassium et que les pertes sont, ne fût-ce qu'en partie, expliquées par des pertes urinaires. C'est-à-dire que le rein perd du potassium. Ici, c'est vraiment assez important. On a quand même 74 milléquivalents par gramme. Ça veut dire que cette patiente perd beaucoup de potassium par les urines. Ça veut dire que ton potassium qui est bas est en partie probablement expliqué par tes pertes digestives, mais quand même en grande partie expliqué par tes pertes rénales. À côté de ça, son sodium et son chlore étaient plus ou moins équivalents dans son spot urinaire. Donc, étiologie de l'hypocalémie. Comme j'ai expliqué, on fait le rapport potassium sur créatinine urinaire. S'il est supérieur à 13 milléquivalents par gramme, ce qui était le cas, on voit par la suite, est-ce que tu as une alcalose métabolique ou est-ce que c'est une acidose métabolique? Face à l'alcalose métabolique, tu vas te demander, la deuxième chose que tu vas te demander, est-ce qu'il y a une hypertension artérielle ou pas? Ici, c'était le cas. Donc, probablement, c'est un algorithme que je vais vous passer par la suite, c'est un truc simple pour un petit peu vous diriger face à votre hypocalémie. Comme ça, un petit peu, vous pouvez faire votre arbre diagnostique et déterminer un petit peu d'où ça peut venir. Donc là, on se pose la question, est-ce que ça peut être dû soit à une maladie rénovasculaire, soit à un hyperaldostéronisme primaire? Comme vous le savez, l'aldostérone, je vais faire un tout petit rappel par rapport à l'aldostérone. L'aldostérone, où est-ce qu'elle va agir? Elle va agir au niveau du tube collecteur. Au niveau de ton néphron, ça va agir au niveau de ton tube collecteur. Et principalement au niveau de la pompe Na+, K+, ATPase, mais aussi, donc la pompe Na+, K+, ATPase, elle est au niveau basal, et ça va aussi agir au niveau de tes canaux, que ce soit tes canaux sodium, mais aussi tes canaux potassium, ça va plus les réactiver. Et donc, tout ça va entraîner une absorption plus importante vers tes vaisseaux, une excrétion plus importante vers ton urine de ton potassium. C'est-à-dire ton potassium, tu vas plus le perdre. Tu vas avoir une sécrétion assez importante de potassium. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, l'aldostérone. L'aldostérone agit au niveau du tubule, du tubule collecteur, au niveau du néphron, et ça permettra la sécrétion plus importante pour que tu puisses éliminer plus le potassium. Donc, on revient sur nos hypothèses diagnostiques, et là, l'hypocalémie est probablement expliquée par des pertes urinaires associées probablement d'office à des pertes digestives. Ça, on l'a vu par rapport au vomissement.
La deuxième étape à faire, comme je viens de l'évoquer, donc ça peut être soit une maladie rénale ou un hyperaldostéronisme primaire. Pour distinguer entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Pour distinguer entre les deux, tu doses la rénine et l'aldostérone. Ici, la rénine était très élevée et l'aldostérone était très élevée. Donc, l'hyperaldostéronisme qui est présent ici est expliqué par le fait que ta rénine est élevée. Et donc, c'est un hyperaldostéronisme qui est là, qui est secondaire. C'est pour ça que voilà, ce que j'ai marqué ici alors, ton urgence hypertensive est due. Donc, c'est plus une hypertension artérielle de nouveau, mais c'est un hyperaldostéronisme secondaire associé probablement à la prise d'amphétamine, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La troisième conclusion, c'est que tu as une hypocalémie. L'hypocalémie, elle est expliquée par l'hyperaldostéronisme. Et donc, l'hyperaldostéronisme, plus tu as d'aldostérone, plus tu vas sécréter ton potassium dans tes urines. Et la quatrième, on va dire la quatrième conclusion, c'est l'hyperaldostéronisme secondaire. Et donc là, il faut essayer de comprendre un petit peu d'où est-ce que ça peut venir, l'hyperaldostéronisme secondaire. Ce qu'on va faire alors, une imagerie. Et donc, ici, c'est un scanner abdominal qui est injecté en phase artérielle. Ça, c'est ton aorte. Ça, c'est ton rein droit. Et ça, c'est ton rein gauche. Donc ici, ce que vous voyez en blanc, c'est l'aorte. Et ici, à côté, c'est ton artère rénale gauche. Et ici, ce que tu vois à ce niveau-là, c'est un semblant d'artère rénale droite. Tu vois que c'est assez effilé par rapport à ce niveau-là. Quand on descend plus bas, on voit que ce rein est plus petit que ce rein-ci et que l'artère rénale gauche, elle est bien plus vascularisée que cette toute petite fine artère rénale droite. Donc, et tu vois aussi la taille ici de ton rein qui est plus grande que celle-ci, avec quasi pas de vascularisation de ton rein droit. Donc ici, on avait en réalité une sténose complète de ton artère rénale droite associée à une atrophie de ton rein droit. À côté de ça, quand on continue l'injection, on voit quand même qu'il y a qu'au niveau de ta portion, je dirais plutôt proximale de ton artère iliaque commune, que tu as un gros thrombus. C'est la grosse calcification qui est là. Je vais la montrer encore par la suite. Ici, ton aorte, ton artère iliaque droite, et ce qui est noir ici, c'est un gros thrombus qui bouche un petit peu toute ton artère iliaque droite. Encore une autre image. Donc ici, ton aorte, ici, ton artère rénale. Oh, il me reste que 10 minutes. Excusez-moi. Pardon. Donc ici, c'est ton artère rénale gauche, ton aorte, et on voit pas du tout ton rein droit. C'est dû au fait qu'il n'y a rien qui passe au niveau de ton rein droit. Ici, plus bas, le gros thrombus dont je vous avais parlé, au niveau de ton artère iliaque commune droite. Donc, en résumé, sténose complète de l'artère rénale droite associée à un thrombus, comme j'ai expliqué ici. Donc ici, c'est tout bouché au niveau de ton artère rénale droite. Et une subocclusion de la portion proximale de l'iliaque commune droite. Et une sténose de l'iliaque externe à ce niveau-là. Bon, voilà. Donc, en résumé, l'hyperaldostéronisme secondaire est probablement dû à la sténose de l'artère rénale droite. Donc, c'était ça, on va dire, le diagnostic final. Donc, moi, ici, je vais vous laisser un petit peu réfléchir par rapport à la cause de cette sténose de l'artère rénale droite, dont on ne connaît pas pour l'instant l'origine. Donc, je vais vous laisser un petit peu chercher, voir un peu les diagnostics différentiels
et ce qui peut causer, on va dire, sténose de l'artère rénale droite chez notre patiente, c'est-à-dire chez cette patiente-ci. Pour tout ce qui est de la littérature, donc c'est pour ça qu'on parlait hypertension corticale, parce que l'aldostérone est une hormone qui est présente au niveau du cortex surrénalien. C'est pour ça la référence hypertension corticale. Pour les céphalées qu'avait cette patiente, je peux vous référer ici vers une de mes vidéos, c'est les céphalées avec d'immothète à ne pas rater. Il y a parmi eux l'encéphalopathie réversible postérieure, mais aussi l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Ici, pour l'hypertension artérielle, j'avais fait 2 vidéos dessus par rapport au traitement, mais aussi par rapport un petit peu comment prendre sa tension et aussi les différentes causes, comme le fait, si tu as une hypertension associée à une hypokaliémie, plus une alcalose métabolique, il faut penser à l'hyperaldostéronisme. Donc, il y avait déjà dedans comme diagnostic, on va dire. Pour les intoxications, que ce soit la cocaïne ou aux opiacés, pour les intoxications à la cocaïne et aux opiacés, pour les deux, il y a des vidéos dessus. Et tout ce qui est interprétation gaz du sang, il y a aussi de quoi s'amuser un petit peu. Et pour finir, moi je pense que ceci est vraiment le plus important, c'est vraiment le raisonnement clinique. Pouvoir avoir un patient et par la suite un petit peu évoquer tous les diagnostics différentiels et chaque fois s'orienter en fonction des examens complémentaires que tu réalises. Voilà. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.